Bonjour à tous et bienvenue dans Moment Fort. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Dieynaba Diop, qui est porte-parole du Parti Socialiste et adjointe à la mairie aux Mureaux. C'est ça. Donc bonjour, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Nous allons donc parler des retraites, du grand retour d'Adrien Quatennens dans le groupe La France Insoumise, mais aussi des déclarations d'Emmanuel Macron sur Taïwan et de l'affaire Made in La Piñata. Vous êtes bien dans Moment Fort et c'est l'actualité de ce vendredi 14 avril 2023. Alors, vous savez, ça me fait très plaisir de vous recevoir aujourd'hui parce que je veux recevoir tout le monde et je reçois tout le monde de la même manière. Et donc j'ai plaisir à avoir que vous soyez aujourd'hui l'incarnation de cette diversité idéologique. Ça me fait très plaisir. C'est important, ça fait vivre la démocratie. C'est très important parce que l'Omerta, comme le porte le nom de notre média, est contrairement à ce qu'on pourrait penser, pas uniquement sur un clivage politique, mais de manière générale. Tout le monde puisse briser la loi du silence et tout le monde puisse parler. Parfait. Avant de parler des actualités, il y a quand même pas mal d'insécurité, de pauvreté aux Mureaux. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville que parfois les gens qui ne sont pas forcément d'Île-de-France ou autres connaissent assez peu? En fait, je pense qu'il y a surtout une image tronquée de ce qu'est la ville des Mureaux. J'en parle en connaissance de cause parce que j'y suis née et j'y ai grandi et ensuite je suis élue de la ville des Mureaux depuis à peu près 14 ans aujourd'hui puisque je suis maire adjointe. Il y a eu effectivement dans les années 80 comme dans beaucoup de villes de banlieue un peu paupérisées, beaucoup d'insécurité et puis aussi de la délinquance. Aujourd'hui, grâce au travail de fond qui a été fait, notamment on a eu tout un travail qui a été fait autour de la rénovation urbaine qui a permis aussi de restructurer, de désenclaver certains quartiers qui étaient vraiment repliés sur eux-mêmes. On a fait tout un travail aussi avec la mairie, en lien avec les autorités, par exemple pour prévenir la délinquance, mais pour aussi, nous avons toute une plateforme qui permet, lorsque quelqu'un a commis un délit, d'être pris en charge, surtout lorsque c'est ça, dans le cas des primo-délinquants, pour qu'ils ne soient pas laissés comme ça à la rue, mais qu'ils soient pris en charge et qu'ils soient justement... Vous essayez de marcher un peu sur deux pieds, prévention, exactement, mais aussi sanction. Mais aussi de la sanction, parce qu'il faut pas, enfin, je pense que c'est aussi important. La sécurité, c'est aussi une des premières choses qu'on doit aux habitants. Il faut jamais oublier que ceux qui en pâtissent en premier, ce sont les habitants de ces quartiers populaires, dont je suis issue. Donc, il y a tout un travail qui est fait. À côté de ça, nous sommes une ville qui a toujours mis en place la culture pour tous. On a, par exemple, la chance d'avoir une microfolie. On a un musée numérique. On a un travail aussi de partenariat avec le château de Versailles. Nous avons Insercite, qui est une belle association qui travaille sur l'insertion professionnelle. On a un tissu vraiment associatif très nombreux. Et puis, bien sûr, un travail qui a été mené depuis 2001 par le maire actuel, François Garret, qui a travaillé justement sur des infrastructures, mais aussi du dialogue et puis évidemment le développement de notre... Parce que c'est vrai, on a moins l'habitude d'entendre, on va dire, traditionnellement, la gauche sur la partie sanction, plus sur la partie prévention. Et c'est vrai que c'est important que vous rappeliez que les deux, c'est un peu comme les deux jambes. Voilà, les deux vont de pair. Et puis on a des grandes entreprises comme Option ou Airbus Space et Défense qui sont présents sur notre territoire. Donc moi je crois qu'il faut prendre le temps de venir aux Mureaux et on verra que loin des clichés, c'est une ville où il fait bon vivre. Je viendrai avec grand plaisir pour faire un reportage. Dans 2-3 semaines, promis je viens, vraiment. Avec plaisir. Alors, première actualité du jour, donc, les retraites. Donc, cette semaine était une semaine assez décisive. Tout à fait. Donc là, nous sommes vendredi. Aujourd'hui, donc, le Conseil constitutionnel va rendre sa décision sur la constitutionnalité ou non de cette réforme. Tout à fait. Hier ont eu lieu des manifestations partout en France, en baisse quand même. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a quand même un petit noyau de manifestants qui reste quand même très solide, très ancré et qui est tellement opposé à cette réforme des retraites que les CRS ont dû dresser des barricades devant le Conseil constitutionnel avec des rangées, des murs anti-émeutes, etc. C'est vrai que ça fait un petit peu bizarre à voir parfois. Tout à fait. Est-ce que vous croyez encore à l'abandon de ce texte, à la censure de ce texte par le Conseil constitutionnel, ou alors que quelque part ça va passer?
Je ne sais pas s'il y aura une censure, je ne suis pas constitutionnaliste, mais beaucoup que nous avons consultés nous disent qu'il y a quand même matière à censurer au moins une partie du texte, parce que le véhicule juridique, c'est-à-dire l'article du 47.1 qui a été utilisé lors du débat parlementaire, n'est pas conforme justement à ce type de réforme. Normalement, on l'utilise lorsque vous avez un impact budgétaire qui est dans la foulée pour justement voter, par exemple, le budget de la sécurité sociale. Or là, c'est absolument pas le cas. Il faut passer par le budget. Voilà, il faut passer par le budget et pour éviter justement qu'il y ait blocage et que ça puisse continuer. Or là, c'est absolument pas ça. C'est un débat normalement de fond sur une modification quand même sensible de notre régime de retraite. Et puis, moi, je crois que c'est pas seulement un petit noyau, il y a vraiment un gros noyau dur. La preuve en est, c'est que la désapprobation et le refus de cette réforme ne baisse pas dans l'opinion publique. On est à plus de 12 journées de mobilisation. Et bien sûr qu'il y a un peu de déperdition parce que 12 journées de grève dans le portefeuille, ça commence à gréver. En plus, il tend un peu à se radicaliser. Voilà. Et puis plus le temps passe, mais je pense que aussi le gouvernement compte sur une sorte soit de pourrissement du mouvement. Et le problème, c'est que moi, j'ai peur d'une radicalisation du mouvement en se disant que tant qu'il n'y aura pas des faits forts de perturbation, voire de violence, ils ne seront pas écoutés. Et donc, moi, j'estime que le débat parlementaire n'a pas vraiment eu lieu au niveau de l'Assemblée nationale. Il a eu lieu, au moins, il a le mérite d'avoir eu lieu au Sénat, avec un texte qui nous est revenu plus durci que le texte initial. Moi, je crois que on va regarder ce qui va se passer au Conseil constitutionnel, mais il y a d'autres recours. Il y a aussi, au-delà de la constitutionnalité de la loi, il y a aussi le fait que le Conseil constitutionnel va se prononcer sur le référendum d'initiative partagée, qui est un autre outil démocratique qui permettra Vous êtes aussi... pour Moi, je suis même pour. De manière générale. Ah, mais de manière générale. Moi, je crois que sur des grands sujets comme ça de société, eh bien... on doit redonner la voix au peuple et qu'on doit se prononcer. Ça n'est pas rien de demander aux gens de travailler 2 ans de plus. Et pour un peu vous taquiner quand même, François Hollande était au Parti socialiste. Tout à fait. Il a même été un de nos présidents. Et voilà, il a été président de la République pendant 5 ans. Oui. Il n'a fait aucun référendum. Il n'en a pas fait, c'est vrai. La loi, il faut savoir aussi que sur la loi, il aurait pu y avoir des sujets. Tout à fait. Le mariage pour tous, il aurait pu y avoir des sujets qui, on va dire, qui cristallisaient des La différence, c'est que sur le mariage pour tous, la différence, c'est que, rappelez-vous, les débats ont été jusqu'au bout. Ils ont même été très longs, avec beaucoup de discussions, etc. Et il n'y a pas eu de 49.3. Le mariage pour tous, il a été voté. Il y a eu des grandes manifestations. Évidemment. Mais par contre, on est allé au bout du processus parlementaire. À partir du moment où vous avez été au bout du processus parlementaire et que la loi est votée, vous avez respecté le parcours de la loi. Le parcours traditionnel de la loi. Mais par contre, là, sur une réforme aussi importante, quand on passe directement au 49.3, parce que justement, on se rend compte que si on passe par le processus parlementaire, on n'a pas la majorité, alors que Elisabeth Borne nous a fait un très beau discours en disant « il existe une majorité », pour finalement dégainer le 49.3 à la dernière seconde. Moi, je crois que... Et puis, il n'y avait pas une opposition aussi forte contre le mariage, par exemple, le mariage pour tout ce que vous citez. Là, on est quand même à plus de 70% des personnes interrogées qui vous disent qu'ils sont contre. 90% des actifs. Ça n'est pas rien. Lorsqu'on est quand même le gouvernement, on ne peut pas ignorer que 9 actifs sur 10 vous disent « je ne veux pas ». Oui, après, c'est vrai que c'est toujours... Ces questions de est-ce qu'on veut travailler plus, c'est rare que les gens disent oui, je veux travailler plus. Bien sûr. Vous voulez payer plus d'impôts? Oui, je veux payer plus d'impôts. Mais par contre, rare. Voilà, prenons le temps d'un vrai travail parlementaire. Moi, je crois qu'il faut aussi rappeler à ce gouvernement que oui, ils ont une majorité relative, que l'Assemblée nationale reprend son rôle, qui est celui justement du débat et de légiférer. Il faut se prêter au jeu de la démocratie. Qui en soit plutôt le cas depuis le début de cette législature, dans le sens où il n'y a pas de majorité absolue de la part du gouvernement. Et d'ailleurs, pour revenir sur le Conseil constitutionnel rapidement, ne vous inquiétez pas, eux non plus ne sont pas des constitutionnalistes. C'est ça. Ne vous inquiétez pas. Oui, mais quand même, ils s'appuient sur des gens qui le sont. Ils s'appuient sur la Constitution, mais bon, pour avoir fait un peu de droit et avoir bien étudié le Conseil constitutionnel... Nous verrons bien ce qu'il nous dit cet après-midi. On verra bien. On verra s'il y a une dimension plus politique. Surtout comment il va motiver. Tout à fait. On cherche l'attendu.
Ensuite, Adrien Quatennens, deuxième actualité, c'est donc son retour dans le groupe LFI et donc par extension dans ce qu'on pourrait appeler une nébuleuse ou le grand groupe de la NUPES. C'est pas une nébuleuse, c'est un intergroupe. Oui, un intergroupe. Quand parce que c'est vrai que ça réunit plusieurs partis, etc. Oui, c'est un intergroupe. Et donc Adrien Quatennens est de retour. Il devra faire un stage de responsabilisation. C'est ce qui avait été demandé, entre autres, par les députés de la France Insoumise pour l'accepter de nouveau. Est-ce que vous êtes satisfait qu'il puisse revenir à la NUPES avec ce stage, ou alors vous condamnez qu'avec ce qu'il a fait, il puisse revenir? Le Parti socialiste a été très clair, il a même publié un communiqué à ce sujet. C'est-à-dire que nous considérons que la réintégration d'Adrien Quatennens au sein du groupe LFI est une faute politique et une faute morale. Lorsqu'on prétend lutter contre les violences faites aux femmes, on ne peut pas réintégrer quelqu'un qui a été condamné pour fait de violence. Il peut avoir droit au pardon, à la rédemption, il y a un devoir d'exemplarité. Nous, là, à chaque fois au niveau du Parti socialiste, en tout cas depuis qu'Olivier Faure en est le premier secrétaire, à chaque fois que nous avons été saisis d'un cas, nous avons exclu la personne de notre, au moins suspendu en attendant d'avoir des précisions, mais lorsqu'il y a condamnation, nous avons exclu. Moi, je crois que nous le devons en termes de... comment voulez-vous que demain on aille défendre des femmes et comment on peut aller discuter avec des mouvements féministes en leur disant bien sûr on est à vos côtés, elles vont nous dire mais attendez, vous avez réintégré quelqu'un qui a violenté sa femme, qui a reconnu des faits de violence. Et puis moi je trouve que ça peut paraître un peu paradoxal. Voilà, c'est paradoxal. Donc je crois que nous-mêmes, on n'a pas à faire la leçon à LFI parce que pendant très longtemps, le Parti socialiste aussi a protégé en son sein des personnes qui, des personnalités et on en prend notre, faut aussi balayer devant notre porte. Mais moi, je crois que c'est une erreur et c'est aussi la raison pour laquelle nous avons demandé à ce que il n'ait pas de responsabilité au sein de l'intergroupe NUPES, puisque justement, on n'a pas. Donc, qui réintègre le groupe LFI sans avoir de responsabilité dans l'intergroupe qui réunit LFI, LFI, le PC et Europe Écologie Les Verts. C'est la demande que nous avons faite. Très bien. Ensuite, troisième actualité du jour, Emmanuel Macron appelle à ne pas être suivi des États-Unis, et il parlait en l'occurrence de la situation des tensions entre la Chine et Taïwan. Oui. Est-ce que c'est un retour souhaitable d'une certaine voie un peu unique de la France, d'une situation, d'une volonté de puissance d'équilibre, ou alors est-ce qu'Emmanuel Macron se met à la botte de la Chine? Le problème avec Emmanuel Macron, c'est que ses messages sont confus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire ce genre de déclaration dans un temps où il y a autant de tensions entre Taïwan et Pékin, alors que la position, me semble-t-il, officielle est de dire que Taïwan est un État indépendant, et que ce n'est pas une annexe de la Chine. Après, la France avait, on va dire, reconnu un État, on va dire, unique, avec une forme d'indépendance pour Taïwan. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis simplement qu'il faut faire attention au message que l'on envoie, surtout en termes de diplomatie, et dans un contexte aussi compliqué que celui de la guerre en Ukraine, ou encore justement des tensions, du regain de tension entre Taïwan et la Chine. Moi, je pense que oui, il faut respecter chacun. Je suis pour que la France ait sa propre voix, parce qu'il n'y a pas de raison d'être ni suiviste, ni... position un peu gaulienne. Voilà. Tout à fait. Et puis aussi une position qui a été aussi celle de la gauche très longtemps, en disant que, attention, il faut qu'on ait nos propres arbitrages. Moi, je crois qu'il faut faire attention à ça, surtout dans un contexte hyper compliqué. Après, je crois qu'il va devoir aussi... s'expliquer, entre guillemets, pour expliciter ce qu'il entend par ne pas être suiviste des États-Unis. Moi, je suis d'accord sur le fait qu'il faut qu'on ait de l'indépendance, de la souveraineté. On l'a vu notamment au moment de la crise du Covid, à quel point il est important qu'on puisse avoir de la souveraineté et de l'indépendance, notamment dans nos secteurs et énergétiques et économiques. On a besoin cependant de l'Europe, parce qu'on a vu aussi que nous n'aurions pas pu faire face à la crise du Covid seul, et que notamment sur l'histoire des vaccins,
on a aussi eu besoin de l'Europe. Pour leur grande efficacité, on va dire que aujourd'hui, c'est vrai, voilà, nous ne serons pas d'accord. Nous sommes profondément pro-européens et je crois que sur des grandes questions, on a besoin d'une Europe forte. Mais il faut aussi effectivement affirmer et l'identité et justement l'indépendance de la France sur des grands sujets, notamment diplomatiques. Très bien. Ensuite, très rapidement, Médine a fait une piñata à l'effigie de 2 élus Rassemblement National et d'un élu de Reconquête. Et donc parce que elles avaient donc voulu enlever des subventions à l'association qui recevait Médine, parce que Médine est un rappeur, on va dire, assez controversé, entre autres pour son album appelé Djihad. Et donc Médine, en réponse, donc, a fait une piñata avec leur visage dessus et l'a lancé dans la foule qui s'en est entre guillemets, occupé, comme le dit le journal Sud-Ouest. Est-ce que vous apportez votre soutien à ces élus par rapport à cet acte? Après, ils ont été aussi menacés de mort à plusieurs reprises. Alors, moi, les menaces de mort, d'où qu'elles viennent et quel qu'en soit le destinataire, pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Ce sont quand même des élus de la République. Je ne partage absolument pas leurs idées, mais je respecte le fait qu'ils ont été élus au suffrage universel et que ce sont des élus de la République. Donc, et puis même s'ils ne l'étaient pas, on ne menace pas de mort qui que ce soit. Même un simple citoyen n'a pas à être menacé de mort, etc. Maintenant, on sait très bien que le problème qu'on a avec le Rassemblement National, c'est que parfois ils portent des idées qui, pour moi, ne sont pas des idées républicaines. Et il y a des choses. Quand on a des propos qui sont racistes, comme on a pu le voir, comme par exemple le député qui a lancé quand même à notre collègue Carlos Bilango en Afrique. Non. On ne sera pas d'accord, mais je vous le dis. Il parlait du bateau. Je vous répondrai la même chose que j'ai répondu à Laure Lavalette. Que ce soit le bateau, que ce soit au singulier, au pluriel, au subjonctif, ces propos sont racistes et n'ont pas lieu d'être au sein de l'Assemblée nationale. Mais donc demander à quelqu'un qui migre en France illégalement, juste de retourner du pays duquel il vient de migrer, c'est pas le sujet. On va pas refaire la polémique. Je vous le dis, c'est ma conviction. Ces propos-là n'avaient rien à voir là. Maintenant, je pense que c'est faire une piñata, à l'effigie de... il y a des choses plus graves, mais je pense que c'est pas très heureux. Après, moi, je crois que on ne peut pas être dans la censure justement de l'expression d'un artiste, tout comme Bilal Hassani a été obligé d'annuler son concert récemment à Metz parce qu'il y a eu une levée de bouclier de gens d'extrême droite et de conservateurs. Moi, je trouve que c'est inadmissible. Il faut protéger la liberté d'expression, quelle qu'elle soit. Maintenant, moi, je pense que c'est pas très heureux et on fait pas des choses comme ça. Très bien. Ensuite, donc, autre actualité, on va directement parler. On va mettre cette photo-là. Mélenchon adoube Ruffin. Ce n'est pas. Ça, c'est Adrien Quatennens. Donc, en écrivant un tweet, il est potentiellement pensé à une candidature de François Ruffin en 2027. Est-ce que c'est selon vous un candidat qui pourrait rassembler la gauche, François Ruffin ? Je ne sais pas, c'est trop tôt pour dire quel sera le candidat de la gauche en 2027, mais indéniablement, François Ruffin est une des personnalités qui compte à gauche. Moi, je trouve que c'est une voix forte. C'est quelqu'un qui a toujours été dans l'analyse de la société. Il a fait de très beaux films à ce sujet. Et moi, je crois qu'on a besoin d'une voix telle que la voix de François Ruffin à gauche. Et c'est une voix qui compte. Et je me félicite que Jean-Luc Mélenchon estime que c'est quelqu'un qui peut justement être un vecteur de lien et d'union de la gauche. Après, je crois que on n'est pas encore dans le temps de l'incarnation pour 2027. Ce qui est certain, c'est qu'il faudra de toute façon un candidat unique de la gauche si nous voulons avoir une alternative crédible, non seulement après 10 ans de Macronie, et puis une alternative crédible à l'extrême droite, parce que je crois que c'est d'abord ce combat-là que nous devons gagner, c'est-à-dire être en capacité de redevenir
un débouché politique pour les classes populaires, mais aussi pour toutes celles et tous ceux qui veulent de la justice sociale, qui sont aussi sur des questions environnementales et qui veulent que de nouveau, en France, il y ait cette gauche qui a été facteur justement de conquis sociaux et de progrès. Très bien. Maintenant, passons à une actualité qui m'a fait un petit peu sourire. En Écosse, donc cet homme, qui est également médecin, a voulu aller donner son sang, comme il avait l'habitude de le faire avant la période Covid. Là, c'est la première fois qu'il est retourné depuis la période Covid. Et donc, en arrivant, il doit remplir un formulaire, nom, prénom, etc. Et il a vu une nouvelle question qui était « Êtes-vous enceinte ?» Il dit « Mais je suis un homme, je ne vais pas répondre à cette question. » Et n'ayant pas voulu répondre à cette question, il n'a pas pu donner son sang. Ça a eu le sang. Et donc, c'est vrai que ça pose quand même question. On se demande, à quel moment, en plus, pour quelque chose, on va dire, de très important, qui est donner son sang. Bien sûr. Où on cherche, d'ailleurs, à aller donner votre sang. Oui, c'est tout à fait. Et c'est vrai que, de le faire. Parfois, on peut se demander, mais le PS, qui se situe un petit peu, qui a plusieurs courants, on va dire, plus ou moins, entre guillemets, extrémistes sur des sujets sociétaux, est-ce que qui peut avoir des éléments, des fois wokistes, on va dire, on peut l'appeler comme ça. Moi, je le qualifierais pas comme ça, mais est-ce que quelle serait la position du Parti socialiste vis-à-vis de ça? Est-ce qu'il faudrait, par exemple, demander aux hommes s'ils sont enceints? Non, il n'y a pas de raison. Après, soit vous faites dans ces cas-là, vous faites un questionnaire qui est non genré, c'est-à-dire que chacun répond en fonction de son genre, mais ça veut dire qu'il y a des questions qui, de fait, n'ont pas besoin d'être renseignées. Parce que et puis, sincèrement, quel est l'intérêt de cette question dans un don du sang? Moi, il me semble, j'ai donné mon sang plusieurs fois. Effectivement, on vous demande de déclarer si vous êtes allé récemment dans un pays où vous auriez pu contracter de la fièvre jaune, des choses comme ça, etc. Si au niveau vous présentez un risque au niveau de vos partenaires sexuels, etc., etc. Mais ça, c'est parce que c'était une précaution qu'on prenait, etc. Et puis d'ailleurs, aujourd'hui, c'est bien parce que tout le monde peut donner son sang et je pense qu'on a réussi à passer aussi un certain nombre de préjugés, notamment sur les gens sur les personnes homosexuelles, sur l'homosexualité. Je trouve que c'est très bien, mais sincèrement, là, je trouve que ça va trop loin. Oui, ça va beaucoup trop loin. Ouais, non, ça n'a pas de sens. Parce que c'est vrai que des fois, on voit un peu des lobbies, on va dire, qu'on appellera trans, qui disent, un homme pourrait, on va dire, avoir un sexe féminin. Oui, bien sûr, et avoir justement. Pourrait, mais on a par exemple un homme pourrait être enceint. Non, mais c'est vrai qu'on a eu le cas d'une personne transgenre qui effectivement se retrouve enceinte parce qu'au départ elle est une femme et que du coup elle porte l'enfant. Elle est en couple avec une autre personne et donc elle est enceinte. Bon, ça après, moi j'estime que c'est un fait privé et ça ne regarde personne. Maintenant, là, sur un don du sang, posez la question... Peut-être que cet homme, en fait, est une femme qui... Mais dans ces cas-là, qui est un homme qui a un sexe féminin qui est enceinte. Non, mais dans ces cas-là, c'est ce que je disais. Faites un questionnaire qui permet de balayer toutes les options et donner la possibilité aux gens qui ne sont pas concernés de ne pas répondre. Ok, très bien. Dernière petite question, un peu plus d'ouverture, que j'aime bien poser de temps en temps. Est-ce que vous pouvez me donner une personnalité que vous appelleriez d'extrême droite, que vous aimez bien? Personnalité d'extrême droite que j'aime bien? Oui. Ça peut être un intellectuel, ça peut être un politique, ça peut être... Non, je suis désolée. Peut-être même vous avez croisé sur des plateaux de télé qui, en fait, somme toute, assez sympathiques personnellement. Non. Vous en avez pas particulièrement? Non. Non, sincèrement, parce qu'en fait, moi, j'estime que quand on fait de la politique, en fait, on est sur les idées. On n'est pas sur la personnalité ou sur la sympathie, etc. Moi, j'ai aucun problème sur le fait qu'on puisse venir m'opposer des arguments politiques sur ce que je défends et que ça puisse déranger ou qu'on puisse être en opposition envers moi. J'ai aucun sujet là-dessus. Et c'est pour ça que moi, j'estime qu'il faut rester à un niveau politique et pas être dans le suggestif.
moi, j'ai pas envie qu'on me dise, enfin voilà, on peut me trouver sympathique, pas sympathique, c'est pas le sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que on soit dans la critique constructive ou même pas de ce que moi j'apporte et de ce que j'apporte au débat politique et démocratique. Donc non, je j'ai pas envie d'être dans un. Vous laissez vous séparer le politique et le personnel. Tout à fait. Moi, je suis pas. N'étant pas d'accord avec eux. Voilà. Moi, je suis pas dans ce. Voilà. Moi, je reste vraiment et je pense que c'est une éthique que je me pose dans mes interactions politiques avec tout le monde, c'est de dire voilà, on reste sur des interactions politiques et sur des sujets politiques. Je ne veux pas être dans du jugement personnel. Ok, très bien. Bien, merci beaucoup, Madame Diop, d'avoir répondu à mes questions. Ça m'a fait très plaisir de vous avoir et vous avez pu bien développer sur. Tout à fait. Merci à vous. Sur ces questions d'actualité. Je vous remercie. Je vous en prie. Et merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.